Bienvenue dans Startup, l'émission des entrepreneurs et de la création d'entreprises, tous les mercredis à 12h30 en direct sur Décideur TV. Après avoir parlé de l'incubation et du pivot lors des précédents numéros, je vous propose aujourd'hui d'aborder une problématique cruciale pour tous ceux qui se lancent sur le web, l'acquisition des premiers clients. Et nous avons intitulé cette émission « Comment attirer les premiers internautes quand on lance son site internet ?» Et pour venir parler de leur expérience en la matière, j'ai le plaisir de recevoir deux entrepreneurs du web. Catherine Barma, bonjour. Barba, pardon. L'entrepreneuse aux multiples casquettes, une des pionnières du net. Vous êtes entre autres la fondatrice de CashStore, du cabinet de conseil en e-business Malinea. Et vous avez investi dans de nombreuses startups sur le web, comme Litchi, Sojin ou French Web, entre autres. À vos côtés, Frédéric Mazzella, bonjour. Bonjour. Le fondateur de covoiturage.fr, le célèbre site de covoiturage en ligne, qui avoisine dans quelques jours les 3 millions de membres et qui va bientôt changer de nom pour prolonger son succès à l'international et s'appeler Blablacar. Tout à fait. Je rappelle que cette émission est la vôtre, vous avez la parole, posez donc toutes vos questions à nos invités en direct sous le chat Facebook, on y répondra tout au long de cette émission. Frédéric, je vous propose de commencer par votre exemple, celui de covoiturage.fr. Alors vous êtes lancé en 2004 et à l'origine, donc le succès fut loin d'être immédiat. Vous avez mis beaucoup de temps à acquérir du trafic. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement ces premiers mois ? En fait, c'est plutôt les premières années. Sur les 3 premières années, on a eu autant d'inscrits que le nombre d'inscrits qu'on a chaque jour aujourd'hui, de nouveaux inscrits. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on prend le même temps où aujourd'hui une journée est très pleine et c'est très excitant, mais on l'étale sur 3 ans, ça devient un film au ralenti. Faut savoir dans quelle direction on va et pendant ces années-là, notre principal focus c'était de faire le meilleur produit possible parce qu'il y avait plusieurs sites qui se lançaient sur le créneau du covoiturage. Il y avait 5-6 sites et la différence se faisait pour nous en tout cas au niveau du produit. Et j'avais lu dans des bouquins que le meilleur marketing c'était le meilleur produit parce qu'un bon produit ça génère du bon bouche à oreille et donc on voulait vraiment exploiter le bouche à oreille et le meilleur moyen pour ça c'était de faire un produit efficace. Donc je faisais beaucoup de covoiturage dès que je pouvais, dès que je trouvais un trajet qui correspondait, je faisais du covoiturage pour tester le produit. Ensuite j'appelais les internautes tous les week-ends pour savoir ce qu'ils pensaient du site, savoir ce qu'on pouvait améliorer. Donc c'est vraiment du proche j'ai passé de ses clients. je sais pas, des dizaines et des dizaines de week-ends complets à appeler des membres du samedi matin au dimanche soir. Pour savoir ce qui marchait pas sur le site. Et en fait, c'est pas la peine de faire une liste à la Prévert de tout ce qu'il faut modifier sur le site. Les choses vraiment importantes, on les entend 25 fois, donc on peut pas les oublier. Et ça permet de vraiment faire progresser le site et d'avoir quelque chose qui fonctionne mieux pour tout le monde. Catherine, vous aussi, vous avez lancé CashStore en 2004. Est-ce que vous pouvez nous raconter pareil cette anecdote sur ce lancement et sur ce problème de monétisation au début c'est difficile d'acquérir des premiers clients sur bien un sûr. site. Alors CashStore a connu une croissance beaucoup moins flamboyante que celle de Frédéric parce que quand je l'ai vendu en 2010, on avait totalisé 700 000 utilisateurs, mais sans communiquer, sans publicité, sans acheter. Au tout début, moi c'était un peu la même chose que pour covoiturage. Quand j'ai lancé donc CashStore, un portail de cashback, donc le principe c'est on est partenaire de site e-commerce, quand l'internaute passe par ce portail, il se fait rembourser une partie de son achat en cash. Quand on l'a lancé, je comptais sur une croissance organique. Je ne voulais pas lever d'argent. J'avais travaillé au préalable avec des entrepreneurs de talent et je voulais couper le cordon et vraiment faire mon histoire à moi. Donc, c'était important dans la construction de mon histoire d'entrepreneur de le faire toute seule, donc d'arriver à la croissance. Donc, évidemment, pas d'argent à dépenser, des moyens malins pour acquérir les premiers clients. Il n'y avait pas, comme aujourd'hui, toute la partie très virale, le community management, tout ce qui peut se passer autour des réseaux sociaux. Il y avait 2 jambes sur lesquelles moi j'ai marché tout de suite, c'est les RP et le parrainage, qui étaient les 2 moyens naturels, pas gratuits, parce que c'est du temps. Mais donc, comment faire pour intéresser les médias, faire parler de nous, et puis après, quand les gens arrivaient sur le site, inscription gratuite, comment les transformer en ambassadeurs. Voilà, c'était les 2 premières jambes et qui ont bien fonctionné. On va parler justement argent, vous en parliez, avec une question d'un internaute. Anne nous demande quel budget com faut-il prévoir quand on lance son site internet. Alors vous êtes l'exemple que vous n'avez pas dépensé beaucoup d'argent au tout début. Si c'était à refaire, vous me disiez que vous lèveriez un peu d'argent pour justement
lancer la machine plus rapidement? En fait, je me suis rendu compte a posteriori que quand on lance un produit qui parle d'argent, cashback, le cashback, qu'est-ce que c'est cette société qui me rembourse? Il y a un côté un peu louche. Quoi. Il faut travailler infiniment la confiance. Ouais. Et ça, c'est vrai encore plus aujourd'hui dans un contexte où il y a pléthore d'offres. Donc, je pense qu'effectivement, si je relançais aujourd'hui Cash Store ou un produit autour de l'argent, par exemple, très clairement, je ferais un travail infini sur le référencement naturel et en communication. Ouais. Oui, en communication sur les médias classiques. Mais là, pour ça, il faut lever de l'argent. Ah ouais. Frédéric, budget com, à covoiturage, vous êtes à… Bon, on a tourné pendant des années avec quelques centaines d'euros de budget. Donc, de toute manière, on n'avait pas ce qui s'appelle un budget com. Ouais. Par contre, ce qu'on a fait, et on a théorisé par la suite, et on a compris que c'était quelque chose qui se faisait assez souvent en communication, on a fait ce qui s'appelle du piggybacking. Alors, explication pour les internautes. Du piggybacking en communication, c'est-à-dire que quand il y a un gros événement, ça va être, je sais pas, les Jeux Olympiques, pour nous les grèves SNCF, le volcan qui paralyse tous les avions en Europe. À ce moment-là, tous les médias sont focalisés sur cet événement-là, et nous on amène une petite info originale, nouvelle, qui intéresse beaucoup les journalistes à ce moment-là. Et comme ils sont rivés sur cet événement-là qui mobilise tous les médias, eh bien ils ont tous envie quand même de raconter quelque chose d'original et de différent de leurs collègues. D'accord, mais est-ce que ça s'adosse quand même à l'actualité? Voilà, pour nous, très concrètement, on a remarqué l'effet carrément démultiplicateur du piggybacking, notamment sur des grèves SNCF. Une fois, un peu parce que c'était ma sœur qui m'avait conseillé de faire un communiqué de presse, elle m'a dit, tu sais, jeudi prochain, il y a une grève SNCF, tu devrais faire un communiqué de presse lundi en disant que, je sais pas, que toi tu fais pas grève, quoi. Et donc j'ai envoyé un communiqué de presse comme ça, j'ai payé 200 € dans une agence de RP pour diffuser le communiqué de presse, donc je l'avais rédigé et puis j'avais mis quelques images et j'ai payé une agence de RP pour le diffuser auprès de 6000 journalistes le lundi. En disant, alors c'était pas exactement covoiturage.fr ne fait pas grève, mais c'était marqué pendant les grèves SNCF, covoiturage.fr devient mobile. Et là, dans la demi-heure où on a envoyé le communiqué de presse, il y a eu une dépêche AFP et une dépêche Reuters qui sont sorties en disant que qu'on était mobile et que pendant les grèves, ça faisait une vraie info qui était différente. Donc mon téléphone portable n'a pas arrêté de sonner pendant 48 heures. J'ai même testé ses limites puisque quand il y avait 4 appels en même temps, tout coupait. Quel opérateur? Non, pas de marque. Non, je pense pas que c'était l'opérateur, je pense que c'était le téléphone. Enfin, à l'époque, j'avais un gros smartphone avec comme 200 €, on peut finalement voilà. son investissement. Mais il faut utiliser des faits d'actualité, c'est-à-dire quand il y a de l'actualité chaude, on peut profiter d'une aspiration médiatique avec un sujet qui est en relation avec ce sujet-là. Il ne faut pas évidemment dire quelque chose. Alors, je vais tourner les questions parce qu'il y en a beaucoup déjà. Par exemple là-dessus. Quid du référencement? Est-ce que vous avez des petits conseils à donner à nos internautes pour ce qui est du référencement? Est-ce que ça coûte cher le référencement, de remonter sur les… Le référencement naturel? Oui. Je ne sais pas comment ça s'est passé chez Covoiturage. Nous, chez Cash Store, c'était quelqu'un en interne. Ouais. Moi, j'aime bien cette culture de on fait les choses soi-même, parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on crée de la valeur. C'est quelqu'un en interne qui était très bon sur le sujet et qui, en amont du lancement du site, avait déjà commencé à nommer les pages, à travailler. Je crois que c'est un axe encore aujourd'hui, parce que les coûts d'acquisition ont augmenté. Donc, je pense qu'avoir quelqu'un, si on peut évidemment, après, avoir une agence, c'est bien parce que ça variabilise les coûts aussi. Mais le SEO, c'est évidemment clé, évidemment, avec une ressource justement, interne. Je rebondis sur une question d'un internaute, Mickaël, qui demande « Engager un community manager est-il une nécessité lors du lancement de son site ?» C'est un peu la même… voilà. Est-ce que vous avez… ça, c'est nouveau en fait. C'est nouveau parce que Frédéric et moi, quand on était jeunes, eh bien, il n'y avait pas… Merci. Surtout toi. Mais bien sûr, oui. En fait, vous, eh bien, non… À l'époque, il n'y avait pas de Facebook. En fait, toute la partie virale n'était pas aussi importante. Aujourd'hui, je pense que moi, je le rentrerais dans un axe plus RP en réalité. C'est une façon, on ne peut pas considérer les RP de façon hyper classique, envoyer des communiqués. Je pense que, alors est-ce qu'il faut le recruter? Bah oui, moi j'ai cette culture-là, mais peut-être qu'après ça fait des salaires chargés, attention. En fait, c'est un tout, oui. C'est-à-dire que ça revient à avoir une présence
sur Internet. Et aujourd'hui, les médias sociaux sont omniprésents. Donc, de toute manière, on ne peut pas s'affranchir, on ne peut pas faire l'impasse sur les médias sociaux. Et c'est vrai que c'est une donnée dont nous, on ne disposait pas à l'époque. Donc, alors pour revenir sur le SEO un tout petit peu, ça doit se penser dans l'œuf du site. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en se disant, tiens, je vais construire un site, puis après, je vais faire, ah, tiens, je vais l'optimiser pour le référencement. Non, c'est trop tard. Si ça n'a pas été pensé dans l'œuf, le SEO, pour le changer ensuite, c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux être accompagné dès le début de quelqu'un qui a de très très bonnes notions en SEO. Ensuite, après, il y a tout ce qui est SIM, où là, c'est autre chose, où là, ça demande des vrais budgets et où effectivement, on peut se retrouver bien classé dans les AdWords et compagnie parce qu'on a le budget qui va bien. Mais c'est deux choses différentes. Et après, il y a le community management où là, alors c'est une discipline qui est nouvelle pour tout le monde. Le community management, c'est nouveau, ça a quelques années, quoi. Donc, on est tous en train d'apprendre. Je pense que d'ici 4-5 ans, on aura théorisé des choses extrêmement puissantes, mais en même temps, elles seront déjà obsolètes parce qu'il y aura sûrement autre chose. Donc, c'est un peu la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut apprendre en même temps. Mais oui, il y a des exemples de sites web ou de services qui se lancent et qui ont tout de suite beaucoup plus d'audience via les médias sociaux type Facebook ou Twitter que ce qu'ils n'ont sur leur site, mais ça leur permet quand même de communiquer, de garder le lien avec leur communauté, c'est extrêmement important. Par contre, c'est extrêmement stratégique aussi parce qu'on exprime tout son positionnement dans un community management. Ça relève aussi de la… En fait, ça renvoie à la question du community manager, à la qualité de la relation qu'on va établir avec les gens. Moi, je suis frappée. Aujourd'hui, il y a pléthore d'offres. Je veux dire que demain, quelqu'un va lancer un site, il se retrouve quand même comment sortir du radar. C'est super difficile. Et aujourd'hui, tous les canaux pour parler aux clients, donc il y a le mail, il y a sur le site, peut-être que je fais du chat live, peut-être que je suis effectivement sur Twitter. Il y a un truc que j'observe chez Litchi, donc la cagnotte Litchi de Céline Lazorte, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en charge de la relation client sur l'ensemble des points de contact, qui est garant un peu de la cohérence et de la qualité, tu vois, du ton qu'on met, de qu'est-ce qu'on met dans la relation client. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous travaillez beaucoup, mais pour moi, ça, c'est là-dessus que je mettrais beaucoup d'argent. Enfin, en tout cas, quelqu'un de vraiment, vraiment fort sur la relation client, parce que c'est ça qui fera les champions de demain. Oui, c'est quelqu'un qui va être en relation directe avec les fondateurs parce que ça touche à l'image et au positionnement, à la qualité, ça touche à tout. C'est l'ADN profond, c'est chaud. Il faut être très très aligné. Alors, on a une question de Pierre qui nous dit, vous parlez beaucoup de créer le buzz, mais quid du site en lui-même? À quoi doit-on réfléchir dès la conception du site pour attirer les internautes? Il a raison, Pierre, évidemment. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Pierre sur cette question? Est-ce que vous êtes adjoint des services d'un spécialiste du web? Est-ce que vous vous connaissiez déjà à l'avance ou comment est-ce que vous avez procédé au tout début? Moi, pour ma part, j'ai fait beaucoup d'informatique. Donc, c'est vrai que les premières versions, le premier code, je l'ai fait avec un ami. C'est fort, ça. On le faisait ensemble. C'est vrai que ça permet d'itérer très très vite par rapport à des modifications qu'on veut faire, des nouvelles fonctionnalités qu'on veut voir sur le site. Pour répondre à Pierre, à quoi doit-on réfléchir dès la conception du site? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment primordiales quand on… en amont du site? Alors, c'est déjà qu'on est sûr qu'on a une activité qui peut être faite. Moi, le premier truc que je dirais, c'est parce que je pense que ça aide beaucoup à aller plus vite et à être plus performant. Est-ce que le service que vous êtes en train de construire est un service que vous utiliseriez s'il existait? Être son premier client. Voilà. Et si on est son premier client, en fait, après, c'est facile. Mais il ne faut pas s'auto-convaincre qu'on utiliserait un truc qu'on n'utiliserait jamais. Faut vraiment que ce soit… C'est dur la lucidité de l'entrepreneur. Difficile, on se raconte beaucoup d'histoires. Oui, on a envie d'y croire. Donc, par contre, si on sait… moi, je me souviens qu'avec le covoiturage, je me suis dit, si un site qui propose des trajets pour rentrer chez moi en Vendée, puisque depuis Paris, ça fait 500 km, me permettait de trouver des conducteurs à 20 ou 30 euros pour rentrer chez moi le week-end, existait. Si ce site-là existait, je suis sûr que je l'utiliserais. La meilleure preuve, de toute façon, c'est que je suis tout le temps sur le site aussi. Et je voyage c'est incroyable, il se déplace tout le temps. Toujours dans une voiture. Non, mais même au tout début, mes parents me disaient, je ne sais pas trop à quoi il sert ton site, mais il te sert à venir nous voir plus souvent. Donc c'est pas mal, parce que tu viens nous voir moins cher. Voilà, donc on te voit plus souvent. Mais après, ils ont compris que c'était plus large que ça. Question de Michael. Pensez-vous qu'il faille accorder plus de budget au design ou aux fonctionnalités du site à son lancement? Alors, c'est l'offre qui fait les ventes. Frédéric a raison. Ce qui est fondamental et qui fait le succès aujourd'hui de covoiturage, c'est que ça répond à un vrai besoin qui était mal adressé et sur lequel on trouve son bonheur. C'est ça. Après, est-ce que le design c'est important? Moi, j'ai l'impression que souvent il y a des sites moches, qui marchent très bien.
qui marche très bien. Tu vois, même Amazon, on ne peut pas dire que ça soit extraordinairement beau. C'est discount. Tu vois, si on prend le top 20 des sites e-commerce, ce n'est pas forcément sur leur design qui se distingue, c'est sur la pertinence de la proposition de valeur. C'est sur le Donc côté, c'est plus sur les fonctionnalités, il faut sur vraiment les fonctionnalités, marche sur et que le ça soit ton, fluide. sur la relation. C'est des choses de bon sens en fait. Mais moi, je miserais plus là-dessus. Ouais, alors moi j'ai une petite analogie comme ça que j'ai construite au fur et à mesure des années et qui permet de bien saisir une opportunité ou non. C'est une analogie par rapport à la voile, par rapport à la planche à voile. En fait, créer une boîte, c'est comme faire de la planche à voile. C'est pareil. Oh là là, c'est hyper dur le beach start. Alors le water start, c'est encore pire. Voilà. Ça donne des ampoules horribles. Voilà. Bon, donc déjà, de toute manière, au début, on n'arrive pas à démarrer. Mais non. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que s'il n'y a pas de vent, c'est même pas la peine de sortir la planche. Et le vent, dans l'histoire, c'est le marché. On ne crée pas le marché. Si personne ne veut du truc qu'on est en train de construire, on pourra le faire aussi beau qu'on veut. Il naviguera jamais. Donc là, on est en train de parler. Sa voile pour bien voilà, capter c'est-à-dire le que marché, s'il y a du vent, quelqu'un qui a une planche nulle va avancer. S'il n'y a pas de vent, quelqu'un qui a une super planche va juste rien faire. Donc ça sert à rien de construire un truc en or, super design, super fonctionnalité dans tous les sens, s'il n'y a pas de vent. Donc le premier truc, c'est de regarder le vent. D'ailleurs, tous les gens qui font de la planche ou du kite, ils commencent par regarder s'il y a du vent avant de sortir le matériel. Alors ça me pensait à une question de Sarah après la planche à voile. Quand on lance son site, on ratisse large, ou il faut déjà cibler ses internautes. Alors, est-ce qu'on s'adresse à tout le monde ou est-ce qu'il faut cibler sur les early adopters déjà ou qu'est-ce que... Ah oui, ils sont très importants ceux-là. Enfin, les early adopters, c'est les influenceurs aussi. C'est les influenceurs. C'est eux qu'il faut viser au tout début pour tester le concept. Il faut les chouchouter. Il faut les écouter parce que c'est eux qui vont aider à la définition du produit par la suite. Oui, de toute façon, si on lance un produit qui a priori ou un service qui n'est pas plébiscité par des gens qui sont très utilisateurs du web, il ne faut peut-être pas s'entêter sur Internet, quoi. Non, moi je pense qu'effectivement, il faut commencer petit avant d'aller grand. Enfin, c'est aussi du bon sens. Mais en testant sur des gens, notamment, moi je regarderais plutôt les utilisateurs du mobile. Enfin, tu vois, je ferais beaucoup de tests sur le mobile. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas de notre temps. On était plutôt focalisé sur je lance mon site e-commerce. Moi, si aujourd'hui je lance un site, j'oublierai le site e-commerce, je penserai à la version mobile d'abord et comment les gens se l'approprient. Plutôt les jeunes même. On parlait des geeks et les adopteurs. J'aime bien regarder comment réagissent les moins de 20 ans parce qu'ils sont sans complaisance, quoi. Vous êtes déjà, on parle de mobile, covoiturage. Dès 2007, vous étiez présent sur le mobile. Oui, 2007. C'est en 2007 qu'on a lancé notre appli mobile. Vous sentiez déjà c'était pas une appli à l'époque, mais c'était la version mobile. Version mobile, oui. Et c'est marrant parce que dès qu'on l'a eu réalisé, on s'est rendu compte que ça ajoutait quelque chose vraiment au service. Parce que comme on est un service de déplacement, c'est vrai qu'on n'est pas toujours devant un ordinateur au moment où on a envie d'aller Bien sûr, donc réserver ça fait du sens d'avoir un usage pratique. Exactement, ça avait un vrai sens, d'autant plus pour nous lorsque en fait, le gros usage du site aujourd'hui, c'est des trajets de gens qui vont partir en week-end. Donc ils partent le vendredi soir et ils reviennent le dimanche soir. Quand ils partent le vendredi soir, en général, ils ont réservé leur place dans la semaine, soit depuis leur boulot, soit depuis leur université, devant un ordinateur ou chez eux. Et après, ils sont en week-end. Et en week-end, ils n'ont plus forcément d'ordinateur, surtout s'ils sont chez une grand-mère à Paimpol, où là, il n'y a plus du tout d'ordinateur. Donc du coup, le mobile, pour revenir du coup de leur week-end, c'est ultra utile parce que le samedi ou le dimanche, ils vont aller sur le mobile, ils trouvent leur trajet et ils rentrent. Moi, il y a une question que je me pose. Pardon, Kevin. Non. Est-ce que vous encouragez les utilisateurs à donner du feedback sur leur expérience ou est-ce qu'ils le font spontanément ? Les deux. On encourage des témoignages. Pour élargir votre question, c'est une bonne question justement parce que les avis, c'est quelque chose qui a été, que quand vous les avez mis en place sur le site, ça provoquer l'essor vraiment du site. Enfin, il y a vraiment un avant et après. Alors les avis, c'est entre les membres. Après, il y a le feedback qu'on pourrait solliciter au niveau du service et du produit de la part des membres. Donc pour le feedback, on le sollicite, le feedback sur le service et sur le site, on le sollicite via des focus group. Donc on organise assez souvent des focus group de conducteurs, de passagers, de gens qui sont inscrits depuis longtemps. Ça, c'est pour améliorer les fonctionnalités Oui, pour savoir ce qui ne va pas, savoir ce qu'il faut améliorer. Donc ça, on le fait beaucoup.
Et après, pour les avis, donc là, c'est pour générer de la confiance entre les membres en fait, dans la communauté. C'est aussi pour faire en sorte que les membres de la communauté soient notés par les autres membres de la communauté. Donc ça, c'est un énorme outil d'automodération de toute la communauté. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Et tout le monde apprend et sait comment le faire au fur et à mesure qu'on pratique. Et ça, c'est extrêmement important pour générer de la confiance, justement. Et ensuite, on a même tout un système de grades. C'est-à-dire que quand on commence à faire du covoiturage, on est débutant, après on est habitué, après on est confirmé, après on est expert, et après on est ambassadeur. Incroyable. Alors, et quand on est ambassadeur, c'est... Il reste plus que 5 minutes d'émission. On va essayer d'enchaîner plus les questions des internautes. Il y en a beaucoup qui sont tombées. François nous demande, est-ce que vous n'avez jamais pensé à faire une vidéo buzz sur le net pour vous faire connaître? Si, mais le buzz, c'est comme le loto, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de fantasmes sur le sujet. L'internaute qui fait tout, c'est comme, est-ce que vous avez jamais pensé à jouer au loto pour devenir riche? Pour devenir riche. Ouais. Enfin, donc c'est ça le buzz. Au petit bonheur la chance. C'est pas prévisible. Hein. Bon, il y a des très bonnes agences qui savent produire des vidéos très intéressantes, mais ils ne peuvent jamais garantir qu'il y aura un buzz. Donc on peut dépenser tout le maigre budget qu'on a dans une vidéo de buzz et ça ne marche pas. Et ben là, on a juste plus que les yeux pour pleurer, quoi. Ouais. Moi, je miserais plutôt sur comment obtenir quand même un passage en télé, parce que ça reste des médias très statutaires. On parlait de confiance. Bien sûr, ce que disent les autres compte énormément. Et ça contribue encore plus qu'avant à créer la confiance. Mais le fait d'être vu à la télévision, ça a l'air une évidence, mais c'est important. Notamment, moi, je me souviens au début de Cash Store, il y avait, c'est toujours le cas, hein, Télématin, ça existe toujours. Grosse audience, comme aujourd'hui, du monde. Et je me souviens que pour passer à Télématin, ça nous avait fait genre 20 000 inscrits en 3 jours. Enfin, à l'époque, en 2004, un truc de dingue. On avait, en fait, plutôt que d'envoyer un communiqué d'autosatisfaction pour dire notre service est formidable, les gens avaient du mal à l'expliquer, on avait lancé un baromètre, en fait, une étude du contenu. Moi, je crois que ça marche encore aujourd'hui. Les journalistes, ils sont, bien sûr, friands de contenu, pas simplement parler du produit. Donc, c'était les Français et l'argent, l'achat en ligne. Et c'est comme ça qu'on avait attiré leur attention et qu'ils étaient venus faire un petit reportage. Alors, j'avais dû envoyer 15 fois un message. Il ne faut jamais, ça ne marche pas au premier coup. Et ça, je crois que je mettrais de l'énergie là-dessus, moi. Comment décrocher une télé, et même plusieurs, parce qu'après, quand vous êtes passé à Télématin, il y a une autre télé qui vous appelle, etc. C'est dans le giron. Ça, c'est un vrai plus qui installe la confiance. C'est toujours vrai aujourd'hui. De Pierre, faire venir les internautes sur son site, c'est bien. Tous Pierre, les internautes. C'est le même. Non, c'est le même Pierre, en fait. C'est le même Pierre qui pose beaucoup de questions. Faire venir les internautes sur son site, c'est bien, mais le vrai enjeu n'est-il pas de les faire revenir? Il pose des bonnes questions, Pierre, on a remarqué. Alors, chapeau, Pierre. C'est vrai que nous, c'est pareil, on s'est rendu compte après coup qu'on avait une certaine chance qui était la régularité d'usage dans tous les cas de notre service. On s'appuie sur une habitude des gens qui est de voyager et de rentrer en week-end. Donc, la première fois qu'ils ont utilisé notre service, ils ont remarqué qu'ils peuvent économiser 30, 50, 80, 100, 150 € sur leur week-end grâce au covoiturage. Bizarrement, le week-end d'après, ou 2 ou 3 semaines après, quand ils veulent refaire leur week-end, ils se souviennent de nous, mais alors immédiatement, parce qu'il y a l'aspect moyen alternatif de déplacement 2-3 fois moins cher. Et donc, on est sur une récurrence de vie, de vraie vie normale, qui fait que les gens reviennent assez naturellement. Mais ça, on a beaucoup de chance. Ce n'est pas la vraie vie normale des business e-commerce. Parce que ça, j'ai envie quand même de donner un petit bémol. La chance de covoiturage, c'est que c'est un service qui vous chope et qui vous fidélise parce que c'est compliqué d'aller ailleurs. Et en e-commerce, l'histoire est différente. Le repeat, il est structurellement quasi impossible parce qu'il y a un phénomène horrible, c'est qu'on peut être satisfait mais infidèle. Je peux adorer acheter chez Sephora, mais demain Marionnaud me fait les frais de livraison offerts, j'irai sans complexe chez Marionnaud. Donc, et pourtant, mon coût d'acquisition, quand je dois payer les visiteurs, les clients, il est rentabilisé que s'il y a du retour. Et c'est hyper difficile en e-commerce. Donc, bien sûr qu'il faut les faire revenir. Et c'est là qu'on reboucle avec le community manager. C'est le lien, tu vois, c'est le fait d'être… Il faut entretenir la relation. Mais c'est ça, la proximité. Comment
comment je vais créer de la connivence, des rendez-vous réguliers, je suis dans la poche des gens comme moi je peux être dans leur cœur. Oh, c'est beau. Mais c'est ça tout l'enjeu, parce que sinon je vois pas comment il y aura de rentabilité en e-commerce. Vous avez fait du parrainage aussi, vous, ça fidélise bien. Nous, on l'a pas fait, hein. On n'a jamais mis en place mais oui, ça. Mais parrainage, ça a l'air d'être l'ancêtre du viral, quoi. Mais ça marche bien, ça. Ça marche bien. Je sais que chez Price Minister, ils ont fait oui, ça aussi beaucoup. Chez Vente Privée aussi, bien sûr que ça c'est normal. C'est un ami, c'est la question de l'indice de confiance dont on parlait tout à l'heure. Un ami qui me recommande un service, bon, j'aurais tendance à avoir spontanément un avis positif. Et je crois qu'il faut qu'il soit simple, le programme de parrainage. Il ne faut pas que ce soit compliqué, pyramidal. Moi, chez Cash Store, tout était compliqué en fait, hein, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est une belle leçon d'humilité, l'entrepreneuriat. Question de Anne. Vous servez-vous beaucoup des outils d'analyse d'audience sur votre site? Vous ont-ils servi pour l'améliorer? Alors, les outils pour il faut quelqu'un. Moi, je mettrais quelqu'un, enfin, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, hein, mais en interne, un gars qui comme le lait sur le feu, il a les yeux rivés sur les sources de trafic, la conversion, le coût d'AC, et qui pilote ça. Sinon, je vois pas, si on n'a pas cet esprit analytique, c'est perdu. Enfin, vous l'avez, cette personne chez nous, on a des écrans géants avec les stats que tout le monde voit. D'accord. Comme dans Orange Mécanique, ils sont comme ça, ils n'ont pas le droit, il faut qu'ils regardent. Est-ce que ça vous permet, pour la deuxième partie de la question de Anne, vous ont-ils servi pour améliorer votre site? Est-ce que vous avez… Est-ce que ces outils vous servent justement à améliorer votre service? Alors, ils permettent déjà de voir des anomalies qui sont invisibles en regardant juste le site. D'accord. C'est-à-dire que s'il y a une fonctionnalité qui ne marche plus, ou s'il y a une page qui est inaccessible, ou s'il y a des temps d'accès qui deviennent plus grands, on peut voir tout ça en temps réel et à ce moment-là réagir. Donc effectivement, on a une certaine notion de qualité en fonction de ce qu'on arrive à observer au niveau des courbes. Mais oui, autrement, les stats, c'est une drogue. Enfin, moi, je suis drogué aux stats. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai pas… C'est pas joli. Si j'ai tous les matins, vous regardez les chiffres de la veille. Si je ne regarde pas mes stats le matin, le midi et le soir, je ne vais pas bien. Ah ouais? Mais non, mais c'est vrai. Mais c'est indispensable. C'est comme ça qu'on améliore, c'est du fine-tuning. De toute un nouvel façon, inscrit toutes les 20 secondes sur Covoiturage. Oui, à peu près en moyenne, ouais. C'est dingue, ça fait rêver, bravo. On va prendre une dernière question. Toutes les 6 secondes. C'est un départ en covoiturage. Question de Clémence. Si vous deviez donner un critère de performance de votre entreprise, quel serait-il? Question pour tous les deux. Moi, je dis la satisfaction des utilisateurs, ouais. La satisfaction des clients. Est-ce qu'ils sont contents, comblés, ils se sentent accueillis, tu vois, et est-ce qu'ils ont du coup envie d'en parler? Ouais. Ça, pour moi, c'est clé. Et comment on le mesure? Ça, c'est il y a le NPS, hein, le Net Promoting Score. Exactement. Voilà. Ça, c'est hyper important. On regarde en e-réputation qu'est-ce qui se dit et qu'est-ce qui remonte. Est-ce qu'on en parle déjà, et positivement, négativement, en faisant des focus group, des enquêtes en ligne, l'équivalent de visite mystère dans les magasins. Ouais. Super important. Moi, je crois que c'est ça, parce que c'est ça qui demain fera qu'une société continue d'exister dans le paysage pléthorique de concurrence, parce qu'il va y en avoir des concurrents, puis à l'international aussi. C'est comment j'arrive à créer cette connivence, ce lien affectif que… Voilà, c'est plus qu'un produit que je vais acheter, c'est une expérience, quoi. Frédéric, votre réponse à Clémence? Oui, c'est la même. C'est sûr qu'il faut que… La priorité de toutes, c'est que les gens soient contents d'utiliser le service. Après, ça peut prendre plein de formes. Il y a des formes statistiques et des formes analytiques. Mais soit on regarde le nombre de gens qui nous ont écrit pour nous dire qu'il y avait un problème. Et si on voit que ça monte, il y a un gros problème. Soit on regarde qualitativement ce que les gens disent. Et à ce moment-là, très vite, on arrive à déceler ce qu'il faut modifier. Alors moi, j'adore les gens qui ne sont pas contents. Parce qu'il faut améliorer. C'est une bizarrerie chez Frédéric. C'est Bill Gates qui disait ça. Il disait « J'adore mes clients mécontents parce que c'est ceux qui font progresser mon produit. » Bien sûr. Et donc, il faut les appeler, leur dire « Bonjour, alors vous n'êtes pas content, je suis désolé, donc qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que vous croyez qu'on devrait faire ?» C'est-à-dire, si vous étiez dans nos baskets, vous feriez quoi parce que là, manifestement, vous n'êtes pas content. Bon, il se trouve qu'il y en a 200 000 autres qui sont contents, mais bon, vous n'êtes pas content, donc j'aimerais quand même savoir pourquoi. Et même si c'est 1 sur 100 ou 1 sur 1000 ou 1 sur 10 000 qui n'est pas content, c'est toujours très important. Parce que cette personne-là a toujours une bonne raison de ne pas être content. On ne s'énerve pas pour rien. Ouais. Ça sera le mot de Choyez conclusion. vos clients, dites-leur que vous les aimez, écoutez-les sans cesse. Très bien, le message est bien passé. Il est 13h, on va devoir arrêter cette émission. Merci à vous deux pour vos réponses. Catherine, bon courage notamment pour les assises de l'entrepreneuriat où vous êtes la chef de file d'une commission
sur la mobilisation de tous les talents pour la création d'entreprises. Voilà. Vaste chantier. Frédéric, bon vent à Covoiturage qui va devenir, je le répète, Blablacar à l'international. Et d'ailleurs, parlez-nous un petit peu de Trustman. C'est un super-héros que vous venez de créer là. Oui, en fait, la confiance qu'on peut générer dans une communauté telle que le covoiturage, alors ça fait partie du mouvement de la consommation collaborative aujourd'hui avec tous les logements chez l'habitant et du covoiturage, des choses comme ça. Cette confiance-là qu'on génère dans une communauté par les profils, les photos, les avis entre membres, les préférences, les biographies, des vérifications dans tous les sens, de numéro de téléphone et tout, est extrêmement importante puisqu'on s'est rendu compte en demandant un indice de confiance aux gens que les gens faisaient presque autant confiance à un profil bien rempli sur Internet dans une communauté comme la nôtre que la confiance qu'ils portent à un ami. Et ils font beaucoup plus confiance à un profil comme ça bien rempli avec des bons avis qu'à leurs voisins par exemple. Et donc sur cette base-là, on s'est rendu compte que en fait, cette confiance, c'est un super pouvoir en fait. C'est-à-dire que quand on est dans une communauté et on a un très bon profil, on fait beaucoup plus facilement des échanges avec tout le monde, d'où l'idée de créer un super-héros de la confiance qui s'appelle Trustman. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site, c'est betrustman.com, donc BE Trustman, parce que l'idée c'est qu'on peut tous être Trustman. C'est vraiment ça l'idée, puisqu'il suffit de se construire des bons profils confiance. Donc il suffit d'être très civique, très sympathique, très serviable avec ses prochains. Et puis on a plein de bons avis. Et puis à ce moment-là, on acquiert un nouveau super pouvoir. Et Trustman, c'est le super héros qu'on peut tous devenir. C'est un peu ça sa particularité. C'est bon ça. Longue vie à Trustman. Donc merci encore à vous pour toutes vos réponses. Cette émission sera rediffusée à partir de vendredi sur Décideur TV. Et voici le programme pour les semaines à venir. La semaine prochaine, mercredi prochain, nous parlerons de com avec le fondateur du Slip français et le directeur marketing d'adoptamec.com. Et donc un jour, le 3 avril, nous verrons comment entreprendre en famille avec le fondateur de l'Atelier des Chefs qui a entrepris avec son frère et la fondatrice de KissKissBankBank qui elle a entrepris avec son mari et son cousin. Merci de votre fidélité, bon appétit et très bonne journée.